Les petits loulous, on est ravis de vous retrouver cet après-midi, samedi 15 h. C'est le week-end, on est chill. On vous accueille toujours à la librairie en click and collect. Et on s'est dit que cet après-midi, peut-être que vous avez vu nos posts sur les réseaux sociaux, on allait un peu arrêter de prendre la parole et de faire des blagues moisies et donner la parole à nos lecteurs à la librairie. Pour ça, on a réuni la crème de la crème. On a le plaisir d'accueillir Niels, Géraldine, Chloé, Émilien, Elisa, Stéphane. Qui est-ce que j'oublie? J'oublie qui? Clémence. Clémence, Franck, bonsoir. Il est 15 h, mais j'ai envie de dire bonsoir. Tout le monde va bien? Très bien, toi-même. Ça va. Et toi, très bien. C'est cool d'avoir une question et 8 réponses. C'est vraiment un plaisir. Ça nous arrive rarement d'avoir autant de gens sur le plateau. N'hésitez pas à vous couper, à faire en sorte que ce soit vivant, à faire preuve de mauvaise foi aussi sur la lecture des uns des autres. Alors, en toute gentillesse, mais par exemple, alors vous allez nous faire des préconisations de lecture. On vous avait demandé une référence un peu ancienne, une référence plus récente. On va faire défiler les couvertures pour les spectateurs de l'émission. Et du coup, j'hésiterai pas à vous couper aussi pour vous demander pourquoi vous l'avez aimé, ainsi de suite. Et surtout, n'hésitez pas au moment où vous présentez, signaler quelles sont les lectures que vous appréciez en général, ce que vous faites dans la vie, etc. Ce sera avec grand plaisir. Pour ça, on a choisi le gars qui généralement aime bien l'ouvrir. Non, j'arrête. Et on s'était dit, Niels, que tu démarrais l'émission. Est-ce que tu veux bien nous présenter tes lectures, Niels? Bah oui. Sachant que tu nous as dit que tu n'étais pas tout seul dans ta tête au moment de le décider. Non, non, c'est ça. En fait, on avait dit 2 BD, une ancienne, une récente, et le problème, c'est que j'en avais plus que 2. Alors, je fais défiler, mais alors plus que rapidement, hop, ça c'est Elric. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un très beau coup de cœur aussi, 3 tomes pour l'instant, et beaucoup d'auteurs, et enfin vraiment un très beau, une très beau réécriture de Michael Moorcock. Elle froide de Rochette. Vraiment sur ceux qui aiment la montagne, allez-y. Voilà. Ça, c'était ceux où j'ai malheureusement dû en supprimer de ceux que j'aurais bien aimé présenter aussi. Et pour retomber sur un historique, alors tous ceux qui sont un peu manga le connaissent, mais à l'époque, c'était pas un manga. Enfin, c'était déjà un manga, mais c'était pas sorti en manga, c'était en gros tomes. Il y en a eu 14 tomes de Akira, 13 tomes, pardon, de Akira. Donc, c'est des tomes énormes. Et il y a tout ce qui est devenu après des standards du manga, qui est vraiment, c'est devenu un standard. Ça ouvre sur une explosion nucléaire et au Japon. Et on a de Japon post-apocalyptique. Voilà, c'est devenu vraiment un standard. On a les courses de moto les courses poursuites de moto, avec le numéro 26 qu'on vous voyez en bas à gauche, qu'on expliquera après. Je vais pas aller trop loin dans l'histoire parce que c'est vraiment mais c'est une histoire de cinglé. Ouais, tu veux pas tout dévoiler. Tu t'étais fait signer d'ailleurs pour présenter des planches. Et c'est vraiment une histoire de cinglé. Donc il y a bien entendu, en plus, c'est une histoire qui peut être lue quand même au niveau adulte. Il y a de la drogue dedans, il y a il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les courses de voiture, il y a les courses de moto, il y a tout. Enfin, c'est complètement cinglé. Et surtout, il y a un fond. Il y a vraiment un fond historique aussi parce que en fait, c'est vraiment lié à l'impact de la bombe nucléaire sur le Japon et toute la réflexion qu'il y a derrière. Donc, il y a quand même un fond. C'est pas juste du futurisme pour le plaisir. Oui, c'est vraiment une merveille. Et c'est vraiment pas juste on se met dans le futur pour le plaisir. C'est vraiment, il y a quand même une réflexion sur ce que c'est l'humain, ce que pourraient être des super pouvoirs ou pas. Puisqu'il y a un des héros
qui n'est justement pas super entre guillemets. Et voilà. Donc il y a toute cette. Alors là, c'est la réédition. C'est vrai qu'au niveau des couleurs, il y avait un travail qui était un peu moche au début, mais c'était les premiers, donc on le savait pas. Maintenant, c'est mieux maintenant en fait. La nouvelle édition est quand même aussi sympa. Voilà. Mais elle est pilotée par Otomo lui-même, hein, depuis le Japon en fait. Justement, ils ont fait vraiment un travail de collaboration avec Otomo pour qu'ils supervisent bien la manière dont ils veulent faire, etc. Ouais. Donc, non, pour revoir les couleurs, parce que ouais. ils étaient quand même partis sur des trucs un peu flashouille et un peu voilà, juste pour le plaisir d'être flashouille, parce qu'il fallait marquer le coup. C'était le début, ça n'existait pas. Ouais, maintenant, revenir sur des choses un peu plus classiques, voilà. Alors, on m'a dit de faire vite, alors je vais faire vite aussi. Alors, comme vous voyez un peu derrière moi, c'est qu'il y en a beaucoup, j'en ai beaucoup des BD, donc j'ai essayé, voilà. Après, je lis aussi beaucoup de livres. Et là, en fait, celui dont je vais vous parler maintenant, qui est un récent. Ça sort d'un écrivain de bouquins, donc c'est Pierre Pével. Alors, il y a les Dragons des Arcanes, il a fait les Hauts Royaumes. Et le dernier, celui que je préfère, c'est Le Paris des Merveilles. Donc, c'est 3 tomes, c'est une série finie. Par contre, la seule chose, d'ailleurs, j'en profite pour celui ou celle à qui je l'ai prêté, Le Paris des Merveilles, les 3 tomes, s'il peut me les rendre, ça serait vraiment sympa. Voilà, donc c'est un petit message. Mais voilà, alors du coup, n'hésitez pas dans l'émission, hein, toute l'équipe, si jamais vous avez prêté des trucs, c'est le moment de passer des annonces. Hein. Parce que du coup, en fait, au-delà des coups de cœur, c'est clairement un moment de à qui j'ai prêté l'ordre du contrevent en folio SF, j'aimerais bien qu'ils me le rendent. Non mais voilà, profitez-en. Voilà. Justement. Non mais parce que ça permet, c'est vraiment une trilogie super sympa, Le Paris des Merveilles. Et là en fait, Pével, qui est l'auteur, a participé à l'écriture, donc voilà, en grand c'est mieux, des Artilleuses. Ouais, donc il a vraiment changé son style d'écriture pour en faire un scénario de BD, ce qui fait que c'est pas une BD verbeuse non plus. Et on retrouve le monde, le monde du Paris des Merveilles. Alors, Paris des Merveilles, c'est simple, c'est Paris dans lequel les fées, les faunes et autres créatures mystiques existent, la magie aussi, et ils sont interpénétrés donc par le métro au départ, en tout cas dans le livre, avec un Paris 1900. Donc, on a un mélange entre Paris 1900 et de la féerie. Et toutes les histoires sont sur. Alors, l'histoire du Paris des Merveilles, à la base, c'est un Arsène Lupin. C'est plus dans un style Arsène Lupin, ouais. mais avec toujours le fond de fantasy et 1900. Et la bande dessinée, elle, par contre, c'est vraiment les trois héroïnes qui sont des voleuses. Et qu'on apprend à connaître. Alors, on le voit sur la couverture, mais je vais pas vous. Bref, elles ont chacun leur spécialité. Ouais. Et on arrive. Et c'est malheureusement qu'un premier tome, donc sur 3. C'est déjà écrit sur le côté que ce sera 3 tomes. Donc voilà. Et Dracou, maison qui vient d'être lancée, est sympa. Et vraiment, leurs BD sont généralement sympas. Et donc, au niveau des images, on est je vais essayer de me rapprocher, voilà. Ouais, voilà, c'est vraiment sympa. Il faut que je tourne. On a les années 1900, on a vraiment des belles couleurs, un beau fond et une belle une belle réalisation. Eh ben super, merci Nils. Très cool. Hein. Est-ce que certains d'entre vous ont lu aussi les préconisations de Nils déjà Akira, qui est un classique notamment, ouais. Alors moi non. Ok. Non, pas encore. Non. Eh ben, c'est l'occasion. C'est pour ça aussi. Et Akira, vous n'avez pas encore lu? Si, Akira, moi j'ai lu. Ouais. Mais pour tous ceux qui l'ont pas encore découvert, alors sautez. Alors par contre, prêt vos étagères parce que c'est énorme, mais. On peut les mettre à l'horizontale pour gagner de la place, Nils. Ouais, mais alors même horizontal, en plus ça pèse 1 tonne. Voilà. Ça, c'est l'édition de la place. Ça, c'est besoin d'aller à la salle après. Plus dispo, par contre. Mais par contre, ouais, ça vaut le détour. Les planches sont superbes. Les rééditions valent vraiment le coup.
parce qu'on retrouve ce qu'il voulait faire au départ. Alors, je ne sais pas si la réédition, ça par contre, Bertrand, tu sais peut-être s'ils les ont mis côté japonais, c'est-à-dire vraiment lecture de droite à gauche. C'est en sorte de lecture japonaise et c'est en noir et blanc. Comme je parce disais, qu'à l'époque, c'était. À l'époque, c'était vraiment transformé. Et en couleur, ouais. Akira, le premier manga publié en France, d'ailleurs, par les éditions Glénat. Ouais. Justement, Nils, par rapport à Akira, quand tu l'as découvert pour la première fois, c'était en manga ou c'était en animé? Parce que moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était de l'animé, quoi. Ouais, non, mais en fait, l'animé, en plus, l'animé sans avoir lu le manga, c'est compliqué. Ouais, je te fais pas dire. C'est-à-dire qu'il faut. Il y a quand même des moments où il faut faire pause pour retrouver le petit bonhomme, le numéro 26, là, dont je vous ai montré la planche, qui est vraiment très très important. On le voit dans l'animé environ 5 secondes. Donc, le problème, c'est que c'est vraiment, il a vraiment un impact majeur sur l'histoire. Donc, c'est vrai que sans avoir lu la BD, c'est compliqué. L'animé est de toute beauté, hein, je vous conseille de le voir aussi, c'est vraiment super. C'est une merveille d'animation, ouais. Ouais, vraiment, c'est vraiment un superbe film. Par contre, je conseillerais de lire le livre avant, parce que c'est vraiment, au niveau de l'histoire en tout cas, du fond, il y a vraiment beaucoup plus dans le manga lui-même. Et c'est des grandes tailles, hein, c'est des grandes tailles. Ouais, du coup, on a de quoi profiter du graphisme d'Otomo qui est quand même pas piqué des hannetons, j'ai envie de dire, mon bon monsieur. Merci Nils pour tes présentations. Je vous propose là sur l'ordre de l'écran que j'ai, je vais faire des lignes, etc. GG, t'es la suivante. Tu nous as rejoint sur le fil. Ouais, j'y croyais plus, mais c'est bon, je suis là. Eh ben, on y croyait encore et toujours, et t'es enfin venu, c'est cool. Content que tu sois là dans l'émission. Ouais, moi aussi, je suis contente. Qu'est-ce que tu veux nous présenter, GG? Alors, comme Nils, j'avais un petit peu une difficulté de choix parmi plein de coups de cœur. Dans les récents, j'avais pensé à Podom, mais je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est parti en vacances en confinement chez ma sœur. Mais c'est bien aussi. Donc, en coup de cœur très récent, c'est celui-ci, Anaïs Nin. Je le mets comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un... Ah, voilà, Podom. Podom, ouais, que Chloé aussi. Chloé va vous le présenter après. Voilà. Et Anaïs Nin, je l'ai donc découvert. En fait, j'ai eu la chance de voir la dédicace en live grâce à vous avec Léonie Bischoff avant de pouvoir le lire. Donc, j'avais juste zioté 2-3 planches sur Internet pour voir un petit peu ce dont ça parlait. Et donc, après, j'ai eu le bonheur de découvrir les planches en vrai à la maison. Et là, ça a été une claque graphique, c'est juste super beau. Alors super beau, c'est peut-être un terme un peu trop général. C'est fin. Alors déjà, c'est dessiné. Je vais essayer de vous montrer 2-3 choses. C'est dessiné au crayon. C'est un crayon de couleur dont la mine contient plusieurs couleurs. Et donc en fait, en fonction du trait de Léonie, on a du rouge, du violet, de l'orange. Donc, en fait, ça change tout le temps. Et en fait, ça a un rendu complètement foufou. On a l'impression, je donne juste comme ça une page, on a juste l'impression que... moi, ça m'a fait penser au départ aux images en 3D quand on a du rouge et du bleu qui se superposent pour après avoir une image complète. Ça me faisait penser à ça. Voilà. Et en fait, c'est très fluide. C'est hyper fluide comme dessin. Et en fait, elle nous fait des pages de malade. Donc ça, c'est juste... Ouais, c'est clair qu'il y a des... Voilà, il y a des compositions de pages, justement. Alors, il faut se resituer dans l'histoire. On est au début des années 30. Et donc, il y a tout un décor, des motifs, etc. qui sont vraiment art déco. Et ça, j'aime beaucoup cette période-là. Donc, forcément, ça m'a parlé. On parle donc de Anaïs Nin, que je ne connaissais pas au départ. Pourtant, j'ai une éducation littéraire. Et donc, je suis passée à côté d'Anaïs Nin. Mais quel bonheur de la redécouvrir, vous voyez, comme quoi il n'est jamais trop tard. Et du coup, c'est une femme qui est très intéressante, très, comment dire, elle est ambiguë en tout cas. Voilà, c'est ça, elle est ambiguë, j'allais dire, elle est complexe. Elle est complexe, c'est une femme un peu comme moi, qui n'est pas toute seule dans sa tête, je pense, qui se posait beaucoup de questions. Personne n'est tout seul dans voilà, sa tête. Exactement.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle se posait des questions qui aujourd'hui sont très modernes, mais elle se les posait déjà dans les années 30, quoi. Donc là, c'est donc elle est franco-cubaine, si je ne m'abuse. Elle était, moi, je trouve que c'est une artiste un peu complète, et elle faisait de la poésie, elle a fait des écrits, elle a surtout écrit son journal intime pour raconter sa vie et aussi pour raconter, se poser, trouver des réponses à toutes ces questions existentielles. Et bon, voilà, je vais pas raconter toute l'histoire, mais juste pour poser le pitch. Donc, c'était cette femme était mariée à un banquier, voilà, très sage, très gentil, enfin vraiment l'homme parfait dans le cliché, on va dire, mais qui l'aimait vraiment, qui s'occupait d'elle. Et donc, en fait, elle aimait cet homme, mais elle sentait au fond d'elle qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait. Et elle sentait une sensibilité, une sensualité, voire même une sexualité qui avait envie de déborder. Et donc, en fait, au fil de ces pages, on découvre avec elle, voilà, les aventures qu'elle va pouvoir avoir, notamment avec Henry Miller, grand écrivain aussi de l'époque, etc. Elle a aussi des attirances avec d'autres, des femmes aussi, donc la femme de Miller, voilà, je montre 2-3, voilà. Notamment, voilà, quand elle voit apparaître pour la première fois la femme d'Henry Miller, elle est complètement subjuguée. Et en fait, j'ai trouvé que c'était qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'a vécu Anaïs Nin, puisqu'il y a des choses, les questions féministes, on va dire, ça c'est des choses qui me parlent, et j'étais plutôt d'accord avec elle, c'est-à-dire sortir du cliché, sortir de l'éducation qu'on a pour aller voir ailleurs. Après, il y a des choses qui sont quand même un petit peu délicates. Voilà, on parle d'inceste, d'avortement. Il y a des pages qui sont vraiment pas évidentes à lire. Voilà, pas évidentes à lire, notamment en tant que femme, en tant que mère, etc. Mais pour moi, c'est pas un souci, parce que je me dis, on n'est pas là pour juger le personnage d'Anaïs Nin. On est plutôt là pour ouvrir le débat et voilà, se dire. Voilà, pourquoi est-ce qu'elle pensait ça, quel était le contexte, quelles ont été les conséquences de ses expériences artistiques, amoureuses, etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. Donc, vraiment grosse claque au niveau graphique. Le dessin de Léonie Bischoff, c'est un bijou. Franchement, j'en suis, mais... voilà. On en est red dingue aussi. On en est red dingue, voilà. Et puis l'histoire vraiment sympa aussi. Donc ça, c'était mon coup de cœur tout récent, enfin un de mes coups de cœur récents. Et après, d'ailleurs, le coup de cœur récent de Clémence aussi, où Clémence aura l'occasion d'enfoncer le clou tout à l'heure pour parler de cet album-là, qui nous a tous profondément marqués, tant par sa beauté que par ce qu'il propose aussi à la lecture de l'album. Si certains d'entre vous ici dans l'équipe ne l'ont pas lu, on vous le recommande chaudement. Plongez-y, vraiment. Il est très beau en tout cas. Et puis après, pour les autres coups de cœur, donc voilà, il arrive. J'allais faire une autre introduction, mais c'est donc en fait voilà, j'ai parmi plein de coups de cœur dans les années passées, j'ai retenu un livre un roman graphique qui est produit en noir et blanc. Et en fait, c'est rare parce que généralement, moi, j'aime les dessins qui sont en couleur, avec, il faut que ça pète, etc. Il faut que ça soit très, très graphique, très maîtrisé. Et là, en fait, c'est maîtrisé, mais c'est en noir et blanc. Et c'est assez rare, enfin, pour moi, en tout cas, pour que je le souligne. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, alors déjà, je le montre ici. C'est 600 pages. Alors moi, j'ai la version un petit peu c'était édition la version limitée. Anniversaire, Voilà, c'était pour les 10 ans de Glénat Écriture. Alors, Casterman Écriture. Je vous recommande chaudement cette collection qui recense des petits bijoux. Hein. Il y a Quartier Lointain, il y en a d'autres, voilà. Il y a Bibi aussi. Il y a Bibi, voilà, j'allais en parler après parce que justement, moi, ça m'a donné envie de lire Bibi par la suite. Tellement c'était chouette. Donc, Blankets, qui s'appelle Manteau de neige en français, je crois, c'est, on va dire, la biographie, enfin, en tout cas, c'est une histoire réelle, c'est l'histoire de Craig Thompson, l'auteur américain, qui raconte son enfance, on va dire, vraiment depuis sa tendre enfance jusqu'à début de l'âge adulte, voilà, c'est-à-dire lui, il est né, il a vécu dans une petite ferme du Wisconsin, si je ne m'abuse. Il était dans une famille très conservative, voilà, avec une éducation très catholique.
dans une Amérique profonde, puritaine, voire même parfois un peu violente et raciste. Donc bon, ça ce sont des thématiques qui sont somme toute assez modernes, hein, même si le livre date de 2003. Et donc voilà, on suit avec Craig Thompson son évolution depuis tout petit garçon jusqu'à jeune homme, notamment par avec sa découverte sa rencontre avec Reina, dont il va tomber follement amoureux. Et donc ces deux-là vont se découvrir, vont grandir ensemble, vont faire l'expérience de l'amour, de la sexualité, vont remettre en question leurs croyances religieuses parce qu'ils se sont rencontrés les deux dans un camp de chant ou de paroisse, je ne sais pas. Ouais, voilà, c'est ça qui se faisait beaucoup à l'époque. Et donc en fait, c'est intéressant toutes ces thématiques. Voilà, on a une éducation qui est forte, qui est présente, des traditions. Et est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Par exemple, à l'époque, Craig Thompson, sa liberté, c'était de faire du dessin, et en fait, c'était jugé complètement frivole et inutile par sa famille et puis par les dirigeants de son église. Et donc, il y a plein de gens qui ont essayé de lui dire d'arrêter de faire ça, et finalement, heureusement qu'il a continué parce qu'il a produit des choses vraiment super. Donc voilà, il y a des thématiques comme la culpabilité, comme le péché. Je m'étais fait des notes, je ne sais plus exactement ce que je voulais vous dire, c'est pas grave. Voilà, il y a des choses, c'est des dessins qui sont donc en noir et blanc comme ça. Alors on pourrait dire, est-ce que c'est simple? Moi je trouve que c'est pas simple, je trouve que c'est relativement maîtrisé, c'est même contrasté, et je trouve que ça fait transparaître vachement de sentiments. Et c'est vrai que c'est un des bouquins, quand je l'ai terminé au bout d'un moment, parce que c'était quand même assez long à lire, je l'ai refermé, j'ai dit waouh, c'était vraiment pour moi un chef-d'œuvre, quoi. Alors après, comme pour Anaïs Nin, on adhère ou on n'adhère pas aux pensées de l'auteur. Finalement, c'est pas le but. C'est le but pour moi de la bande dessinée, comme pour tous les arts en général, c'est de susciter des émotions. Et là, j'ai eu plein d'émotions qui sont arrivées. Et voilà, il y a certains passages qui sont très jolis. Alors, cette position fétale là du couple, qui symbolise vraiment l'amour, ça c'est hyper délicat, je trouve. Et ça, on le retrouve souvent à diverses périodes de leur histoire. Ça, c'est des choses, voilà, c'est un petit peu universel. Et il y a même des passages qui sont un peu poétiques. Je vais juste vous en lire un tout petit morceau. Donc ça, c'est Craig Thompson qui écrit ça. Serré contre elle, je peux entendre l'éternité, un bouillonnement continu de courant et d'espace vide. Et je trouve, voilà, pour moi, c'est poétique et c'est vraiment chouette. Tout est beau dans ce bouquin. Toutes les questions sont intéressantes. Même les remerciements. Les remerciements, c'est ça. C'est quand même, c'est des remerciements. Le mec, il s'est quand même foulé, hein. Ouais. Voilà. Donc, bon, je trouve que c'est vraiment chouette. Et moi, ça m'a donné aussi envie, donc, comme je disais tout à l'heure, de lire Habibi, que je ne saurais, je vais pas le pitcher aujourd'hui, mais que je ne saurais aussi que chaudement vous recommander pour son côté foufou en termes graphiques. Ça part dans tous les sens, c'est beau. Enfin, il y a un souci du détail, il y a une maîtrise. Et je crois, si je ne m'abuse, je crois que c'est le travail de Craig Thompson, c'est à la plume. Donc ça se voit aussi, c'est chouette. Voilà, ça c'était mon coup de cœur ancien. GG, merci, hein, parce que tu sais bien pitcher les albums. Ah bon, c'est cool. Ouais. La barre est haute, les copains, là. Hein. On va clairement. On va envoyer du Paxon après GG. Je continue la ligne, je coche les cases. Elisa, je te propose de passer ensuite, que tu nous présentes ta lecture. Alors vas-y, je t'en prie. Tu veux nous présenter quoi d'abord? Alors du coup, moi, je vais d'abord vous présenter donc un manga qui s'appelle Les Seven Deadly Sins, donc que j'ai connu il y a quand même au moins 2 ans. Ouais, d'accord. Donc moi, je suis vraiment une grande fan de manga depuis que je suis petite. J'ai vraiment grandi avec toutes sortes de mangas plus ou moins vieux. Et c'est vrai que celui-là, ça a vraiment été un coup de cœur quand je l'ai découvert. À la base, je l'ai découvert en animé. Et ça m'a vraiment donné envie de lire le livre. Donc, en fait, je trouve que c'est Nabaka Suzuki qui a écrit... Et du coup, en fait, je trouve que vraiment les graphismes sont vraiment très beaux. Donc... Après, j'adore l'histoire aussi. Je trouve que c'est très bien construit. Pareil, les graphismes sont magnifiques. Hein. Je trouve que chaque personnage est vraiment recherché, autant dans le caractère qu'au niveau visuel. Et voilà. Donc ça a vraiment été un vrai coup de cœur. Ouais.
Après, je veux pas trop Seven. spoiler au niveau de l'histoire. Ouais. Donc, je veux juste te dire que j'adore le fait de comment ça démarre, en fait, hein, que les 7 personnages principaux sont recherchés pour un crime contre le royaume de Lyonesse, en fait, dans l'histoire. Et que, en fait, la princesse de ce royaume est convaincue que eux, ils n'ont pas commis de crime, et elle va partir à leur recherche pour sauver le royaume des chevaliers. Et du coup, je trouve que vraiment toute l'histoire, tout le déroulement, au fur et à mesure des tomes, on s'y retrouve vraiment bien, quoi. Puis chaque personnage. Vas-y, je t'en prie. Non, dis-moi. Est-ce que tu penses qu'on peut considérer ça comme un shonen? Est-ce qu'on est dans la tradition shonen avec Seven Deadly Sins? Ça, c'est vrai que j'hésite un peu, mais moi, je dirais que oui, quand même. On a quand même. Je pense que ouais. Moi, je basculerais plus sur le shonen maintenant. Je trouve aussi, ouais, justement. Ouais. Moi, je pencherais plus pour le shonen. Ok. Ouais, par rapport à l'histoire, au déroulement, tout ça, je pense que ouais, on est plus dans le shonen que sur autre chose. Hein. Après, j'ai un coup de cœur beaucoup plus récent. Alors, c'est sorti il y a un moment déjà, hein, mais moi, je viens à peine de le découvrir. C'est l'Attaque des Titans. Donc, c'est de Hajime Isayama. Et ça, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je crois que j'ai dû lire 10 livres d'un coup en une soirée. Je trouve que les graphismes, ils sont super bien faits. Vraiment, c'est hyper détaillé, tout ça. Après, c'est un manga que je suis pas vraiment d'habitude dans ce genre de choses. C'est vrai que je trouve que c'est très cru, tout ça, dans les graphismes. C'est assez trash, en fait. Et justement, c'est ce que j'aime bien. Ça sort un peu de ce que je lis habituellement. Et j'adore le déroulement de l'histoire, quoi. Donc, en fait, c'est l'humanité qui est enfermée dans des murs. Et tout autour de ces murs, en fait, il y a des titans qui mangent du coup les humains, tout ça, et ils se battent pour réussir à sauver l'humanité de ces titans. Et je trouve que toute l'histoire est super bien construite, l'intrigue aussi. Donc voilà, moi ça c'était vraiment un vrai coup de cœur, l'Attaque des Titans. Ouais. Il y a aussi, enfin, je trouve qu'à la lecture de la série, il y a aussi plein de retournements de situation. Ouais, carrément. Qui sont absolument géniaux, quoi, et qui te tiennent vraiment en haleine, quoi. Ouais, et c'est ça qui est surprenant, en fait, dans le manga, hein, c'est que tu t'attends vraiment pas à ce qui se passe, t'attends totalement autre chose, et finalement, à chaque fois, il y a des rebondissements pas possibles. Et c'est ce qui donne vraiment envie à chaque fois de lire la suite, quoi. Hein. C'est chaque fois que tu penses que ça va être quelque chose en particulier, mais en fait, c'est totalement l'inverse. Et c'est vraiment bien fait. Ouais. Il y a vraiment, il a été adapté en animé aussi, il a été très populaire au Japon, à juste titre, parce que c'est justement, tu nous disais que tu avais lu les 10 premiers d'un coup, il me semble, et c'est vrai que c'est super addictif, quoi. Ah ouais, carrément. Mais en fait, j'avais découvert un épisode aussi, pareil, en animé, et du coup, j'ai tout de suite été acheter les livres ensuite, parce que je préfère les lire, quoi, et vraiment, que ce soit l'animé ou le manga, en fait, je trouve que c'est super bien fait, c'est vraiment recherché, j'aime bien, franchement. Gros coup de cœur sur ce manga-là. Et ces deux séries sont terminées ou elles sont encore en cours? Alors, elles sont encore en cours, il me semble, hein, toutes les deux. Moi, j'attends toujours les tomes. Les tomes on attend le 32 de l'Attaque des Titans. Seven Deadly Sins est sur le point de se terminer. Il me semble que le dernier volume ne doit pas tarder à arriver. C'est le 38 ou quelque chose comme ça. Je me souviens il me semble c'est le 38 ou le 39. Oui. Eh ben merci Elisa, super. C'est cool. Merci. Alors du coup, la ligne change sans arrêt. David s'amuse à changer le plateau. Du coup, ouais, il est en train de basculer les trucs. Je m'arrête sur ce choix-là, Franck. Tu es le suivant. Très bien. Donc Franck, moi, oui, dis-moi. Tu es plus amateur de comics, il me semble. Essentiellement même de comics. Je suis baigné dedans depuis que je suis tout petit. Je pense, comme la plupart de ma génération, je pense qu'on a été élevé avec Batman, la série animée de 92. Et du coup, j'ai vraiment mis un culte sur Batman, du coup, comme on peut le voir derrière moi. Le message est clair. Oui, clairement, j'ai choisi mon camp. Ouais. Du coup, en ancien, j'ai décidé de vous présenter Justice League
Icône. Voilà. Au scénario, du coup, il y a Paul Dini qui a travaillé justement sur la série animée, qui a créé Harley Quinn. La série animée Batman, dont tu parlais avant. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça. Et au dessin, c'est Alex Ross. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître Alex Ross, je vous invite à regarder tout ce qu'il fait. J'adore. C'est très réaliste. Je vais peut-être vous montrer un dessin. C'est vrai que je n'ai pas pensé à prendre de planche intérieure pour montrer le travail d'Alex Ross, mais c'est quasiment un peintre au-delà d'un dessinateur de BD. Par exemple, sur du Batman. Voilà. Ah ouais. C'est qu'on soit d'accord. Ouais, c'est super chouette. Voilà. Après, un visage, on va peut-être vous montrer un visage. Le gars travaille vraiment de manière photoréaliste, quoi, quasiment. En fait, il travaille avec des modèles, des mannequins. Ouais, des mannequins. Voilà. Ah oui. Par exemple. Ouais. Du coup, on passe un peu. Ouais, c'est ça. On passe quasiment plus de temps à regarder les dessins qu'à le lire. Et du coup, cette édition, elle présente donc 5 récits. Donc forcément un sur Superman, un sur Batman, un sur Wonder Woman, un sur Captain Marvel, Shazam pour les plus récents, et sur la Justice League du coup. Et en fait, ce que j'aime bien sur ce comics, c'est que vraiment, il ne part pas sur le principe du super-héros, mais il travaille un peu sur les failles de chaque personnage. Oui. En fait, Superman va essayer d'éradiquer la faim dans le monde. Batman, le crime, forcément. Wonder Woman va se battre pour les droits des femmes. Shazam, lui, va plutôt s'occuper d'enfants défavorisés, handicapés. Ouais. Et en fait, on se rend compte que malgré tous les pouvoirs qu'ils ont, ils n'y arrivent pas, du coup, quoi. Oui, justement. C'est essayer de lutter contre un idéal en étant un super-héros, quoi. C'est ça. Du coup, on voit Superman pleurer parce que, justement, les gens, même, ils le rejettent, malgré qu'il vient les aider. Ouais. Shazam, par exemple, il se rend compte que un des enfants, en fait, c'est son père qui l'a, à force de le violenter, qui l'a rendu handicapé. Du coup, vu que lui, à la base, c'est un enfant de 10 ans, il se reconnaît là-dedans et du coup, il va aller chez le père en question. Wonder Woman, elle va essayer, du coup, dans un pays musulman, d'aller justement pour les droits des femmes, par rapport au voile et tout ça. Et du coup, en fait, elle se fait lapider. Wow, ah oui. Et du coup, ils comprennent pas pourquoi, en fait, eux, ils viennent avec toutes les bonnes intentions du monde essayer de les aider. Et fin de compte, ils sont rejetés, quoi. Ouais. Et du coup, c'est ça qui me plaît dans ce comic. C'est pas vraiment... on se rend compte que, voilà, que même si on avait des super pouvoirs, ce serait pas possible de régler tous les maux de l'humanité, quoi. Ouais. C'est une réflexion philosophique autour du super-héros, quoi. C'est ça. Ouais. Et après, les dessins d'Alex Ross, quoi. Je suis fan, alors... Bah là, ouais, c'est clair qu'il y a de quoi baver, quoi. Prendre une C'est claque. ça. Ouais, non, franchement, c'est magnifique. Eh ben, merci, Michael. Tu veux nous parler de ta référence un peu plus récente? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, c'est Mister Miracle. Ouais. Du coup, pour ceux qui connaissent pas Mister Miracle, qui est assez peu connu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. En fait, il fait partie du 4e monde de Jack Kirby, qui est un très grand écrivain. Je pense de Steph, il pourra peut-être connaître avec un Marvel. Et du coup, pour contextualiser, il y a 2 mondes, Néo-Genesis et Apocalypse. Apocalypse, ça va peut-être parler à plus de monde parce que c'est la planète où Darkseid est le tyran. Donc, qu'on aurait dû voir dans le film Justice League, pour ceux qui ont pu le voir.
Et du coup, il y a une guerre continuelle entre ces deux mondes. Et il y a 100 ans de guerre. Et du coup, pour retrouver la paix sur leur monde, ils décident, les deux, le Haut-Père et Darkseid, du coup, les deux dirigeants des planètes, ils décident d'échanger leur enfant qui vient de naître pour que la paix règne entre les deux mondes. Et du coup, ben, il y a Orion, le fils de Darkseid, qui va vivre sur Neo Genesis avec l'amour, la tolérance, l'espoir. Et du coup, le futur Mister Miracle, le fils au père, qui va vivre du coup dans les fosses à Darkseid avec une tyrante, Mamie Bonheur, qui va lui forger un caractère du coup, parce qu'il sera privé de tout, il sera battu. Et du coup, lui, il aura toujours à cœur de vouloir s'enfuir des fosses. Et du coup, Mamie Bonheur va lui trouver le surnom de Scott Free, parce qu'il cherche tout le temps à être libre. Et du coup, un jour, il arrive à s'évader. Il arrive à s'évader. Et il vient sur Terre pour trouver le calme et essayer de vivre une vie, entre guillemets, normale. Et du coup, là, dans ce comics, on va plutôt tabler sur vraiment une psychologie, en fait, de tout ce qu'il a vécu. Et maintenant qu'il est sur Terre, il se sent humain. Et du coup, on va vraiment... Tom King, qui a travaillé sur les Batman là, récemment, lui, il va vraiment... c'est un peu une introspection un peu de lui-même, parce qu'il va vraiment parler de dépression, le fait d'être père, tout ce genre de choses qui peuvent être dans la vie d'un homme ou d'une femme, hein, bien sûr, très compliqué à gérer. Et du coup, ça va des scènes un peu très noires, très sombres, reliées avec des scènes complètement démentes, où ça part complètement en n'importe quoi. Et c'est vraiment... C'est un livre qui pourrait presque être presque psychologique. Vraiment, on peut vraiment enfin, moi, je sais que je me suis un peu reconnu dans certains passages, et c'est génial. C'est un livre de super-héros sans super-héros. Vraiment, plus humain que ça, on peut pas faire. Ouais, non, c'est très cool. Et d'ailleurs, cet album-là, qui est paru chez Urban Comics, a gagné l'année où il est sorti. Il a gagné les Eisner, donc c'est l'équivalent des Oscars de la BD. Il a gagné meilleur dessinateur et meilleur scénariste, les deux la même année. Et voilà, c'est vraiment l'aspect porté autour de la psychologie des personnages, où tu les vois traverser justement, par exemple, ils font des horaires de travail dans les dimensions où ils évoluent normalement, ils reviennent sur Terre et ils en peuvent plus de leur journée, et puis ils essaient d'échanger autour de leurs problèmes. C'est cette ambiance-là, moi, qui m'a beaucoup plu aussi sur Mister Miracle. Ouais, c'est très intéressant. Après, le dessin peut être un peu déroutant parce que c'est vraiment que du gaufrier. Donc, vraiment, comme on peut voir, c'est vraiment que de 9 cases à chaque fois. Et c'est un peu déroutant au début, surtout quand on vient du comics. Mais ça se marie super bien. Il y a vraiment une alchimie qui se fait, et rien à redire. Tout est vraiment bien pensé dans l'album. Ouais. Merci. Il y a vraiment du rythme. Mais je t'en prie. Il y a vraiment du rythme. Merci, parce que tu as fait une super sélection de comics. J'ai essayé de choisir des choses un peu pas trop connues, oui. Parce que j'avais pensé au Killing Joke, au White Knight que tout le monde parle en ce moment, qui aussi sont des chefs-d'œuvre pour moi. Mais j'ai cherché plutôt quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, pour donner envie à des gens de rentrer dans le monde super-héroïque sans forcément se dire il y aura que de la baston, et voilà. Justement, c'est bien d'avoir choisi des références qui sortent
Les Sentiers battus qui proposent quelque chose de plus psychologique sur les persos. Ouais. C'est ça. Super, merci beaucoup Franck. Merci à toi. David, je te propose de basculer l'écran parce que là, le choix est trop facile, hein, ce serait pas drôle sinon. Ouais, voilà, le plateau est en train de bouger tel qu'on peut le voir sur le live. Mais, le suspense. Le suspense. Mais du coup, moi, je continue sur mon principe de ligne. Emilien, est-ce que tu veux bien, bien nous parler de tes coups de cœur? Ouais. Ouais. Donc, du coup, je vais commencer par le truc plus ancien. Donc, c'est Spider-Man Spider-Verse. Donc là, on est dans tout l'inverse de ce que Franck a présenté. C'est vraiment une pure histoire de super-héros. Et en faut pour tous les goûts. C'est pas j'aime aussi, hein, je te rassure. Hein. Oui, je sais. Mais... Super. Et donc, c'est une histoire de Spider-Man assez classique, mais elle est vraiment très, très efficace. Et le délire du Spider-Verse avec tous les différents Spider-Man, c'est vraiment super bien fait, je trouve. Et il y a vraiment, par rapport aux autres comics que j'ai lus sur Spider-Man, vraiment une grande tension du fait des méchants, donc c'est les héritiers. Et c'est vraiment super bien, c'est un super bon comics et on voit pas le temps passer en le lisant, quoi. Ouais, ok. Donc vraiment de l'action, quoi, pur et dur. C'est de l'action non-stop quasiment, c'est vraiment super bien, quoi. Ouais, cool. Et donc juste, j'avais vu le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse au cinéma, et donc, du coup ça m'avait donné envie de lire ce comics récemment comme on l'a eu au CDI, et c'est vraiment une super belle découverte. Ouais, ok, ça marche. Quand tu parles de CDI, t'es dans quel lycée je suis au lycée Louis-Armand, et au lycée Louis-Armand en terminale, et justement chaque mois on publie un magazine mensuel. Je sais pas si on le voit. Tu as saisi ma perche pour la promo. Ouais, exactement. C'est cool. Un magazine mensuel, donc ça s'appelle le Manga Actu. Ouais. Donc on parle de des actualités pop culture, donc manga, animé, comics, cinéma, etc. Et on fait ça avec beaucoup de passion et c'est vraiment cool. Et donc justement, on vient de sortir le numéro suivant aujourd'hui et on a pu interviewer Kali. Donc c'est l'auteur du manga que je vais vous présenter maintenant. Ah, le gars, il fait des transitions. De ouf. Bravo Emilien. Ça fait une demi-heure que je prépare ça. Ça tombe pile poil, nickel. Ouais, le timing est parfait. Donc, du coup, on a pu interviewer Kali et qui avait fait déjà Nanobrest, qui était déjà un gros coup de cœur. Et donc du coup, Nova s'est sorti récemment et ça raconte l'histoire d'une météorite qui tombe sur Terre et qui laisse tomber des petits extraterrestres. Et des extraterrestres qui prennent possession des gens et qui les rendent agressifs et violents. Et donc on va suivre la vie de Reese. Donc c'est un jeune homme qui a été possédé par un extraterrestre, mais sauf que lui, il a des effets inconnus. Et donc il va y avoir une jeune fille, Nova, qui va arriver chez lui pour savoir s'il est dangereux ou pas. Et toute la question, c'est savoir quels sont les effets de cet extraterrestre sur Reese. Et c'est un très bon manga. Les dessins, je vais vous montrer. Les dessins, ils sont super efficaces. Je sais pas si on voit. Ouais, on arrive un peu à voir, ouais. Donc le style de dessin, il est magnifique, assez griffonné, et c'est super efficace et ça se tisse super bien. Et donc Kali, c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. Déjà avec Nanobrest qui était un gros coup de cœur, et donc là cette série c'est une pure merveille pour moi. Ouais, on avait eu la chance de recevoir Kali justement en dédicace live aussi. Elle a fait un super boulot, et tu parlais d'Nanobrest avant, qui était une histoire en 2 volumes aussi, qui est très très bien. Ouais, c'était super bien, un gros coup de cœur aussi. Découvert au prix de Kusha justement. Ah oui, tu veux faire un instant promo sur le Dokusha aussi ou pas? Ouais, pourquoi pas. Donc alors le prix Dokusha, c'est une sélection de 10 mangas. Monsieur promo. Exactement. Aujourd'hui, c'est l'instant promo. Ouais. Donc c'est une sélection de 10 mangas, et donc c'est distribué dans plusieurs CDI de tout le Haut-Rhin, je crois. Et donc on doit les lire, et fin mai, on se réunit à la bibliothèque Grand Rue et on vote et on élit on débat, on vote et on élit le vainqueur du prix Dokusha, quoi. Bah cool.
C'est sympa. Super cool. C'est super intéressant, ouais. D'ailleurs, ouais. Et Nova fait partie de la sélection cette année, bien sûr. Ouais, bah celui-là, ça va être, je pense, que c'est sûrement pour lui que je vais voter, quoi. Ah, cool. Ça fait plaisir à entendre, Emilien. Ça c'est bien sympa. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour tes Ouais, de rien. David, can you switch the principal screen, s'il vous plaît? Et pendant ce temps-là, je demande juste à Emilien, on le trouve où le manga actu? Alors, le manga actu, il est distribué dans plusieurs librairies. Donc, Canal BD principal, enfin, Canal BD déjà. Forcément. Merci. Temple d'Inari, Manga Shop, et récemment, Otakuten, c'est une nouvelle boutique qui a ouvert. Ouais. Mais aussi au CDI du lycée Luarmand. Et aussi sur notre site internet mangactu.fr où il est disponible. Et il est disponible aussi en anglais parce qu'on s'est amusé à le traduire. Oh là là. Ouais, on fait tout à la main, la maquette et tout. C'est un ouais, bravo, c'est tout fait maison, c'est tout fait maison. T'as raison, GG, on applaudit Emilien, tiens. Voilà, carrément. Voilà. Merci. Merci. Très bon coup de cœur, très bonne promo, Emilien. Bien, ouais. Merci. C'est cool. Suite du principal screen en train de switcher. Stéphane, oui. Est-ce que tu veux nous présenter tes coups de cœur? Ouais. Tu préfères que je commence par le plus récent ou le plus ancien? À toi de voir, c'est toi qui le sens. Tu nous dis. Ok. Bon, on va commencer par le plus récent, alors, si vous voulez. Ouais. Alors, récent, c'est sorti, je crois, en 2019. Ouais. C'est la biographie de Lino Ventura. Donc, le titre complet, c'est Lino Ventura et l'œil de verre. L'œil de verre étant la caméra, en fait. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent peut-être pas forcément Lino Ventura, c'est un acteur français. Qui met des grosses mandales. Pardon. C'est pas un acteur français, c'est un acteur italien. Parce qu'il a la nationalité italienne, en fait. Hein. Ouais, c'est vrai. Il est né à Parme et il a toujours gardé sa nationalité italienne, même si il a fait toute sa carrière quasiment, enfin, l'essentiel, on va dire, de sa carrière, il l'a faite en France. Puisque c'est sa maman qui a émigré avec lui en France quand il était tout jeune, quoi. Du coup, il parle un français parfait, enfin, à part son nom, qui est d'ailleurs son vrai nom, hein, il s'appelle vraiment, enfin, il s'appelle pas Lino, il s'appelle Angelino, mais c'est bien Ventura, son nom. Donc c'est un acteur qui est mort en 1987. Alors forcément, les plus jeunes ici, je pense que ils auront peut-être plus de mal à se le remémorer. Merci de nous malgré tout, mon gars. Non, c'est pas ça. Il est quand même relativement connu parce que il a participé au film de Lautner et Audiard, quoi. Hein. Forcément, les tontons flingueurs et compagnie. Ça c'est quand même, ça fait partie des grands classiques, quoi. Mais c'est vrai que sorti de ces films-là, des fois c'est plus difficile des fois d'avoir des références de cet acteur-là en tête, quoi. Bon, moi, en 87, j'étais déjà né, j'étais même déjà j'avais 12 ans. Et donc, pour moi, il faisait partie du paysage cinématographique, quoi. Lino Ventura, c'était quelque chose, quoi. C'est clair. Voilà. Et c'est pour ça que cette BD, j'ai sauté dessus quand je l'ai vue. Et puis, j'ai pas été déçu du tout parce que j'ai appris énormément de trucs, quoi. Alors, pour moi, c'est un acteur de légende. Même si, alors là, ça, c'est la photo tirée justement des tontons flingueurs. Je l'avais envoyé à David parce que justement, il y a une des planches dans lesquelles ce dessin est repris, en fait. Voilà, c'est la dernière case de cette planche-là. Et c'est juste pour montrer un petit peu la classe du dessin, quoi. C'est-à-dire que Stéphane Moiri, c'est le dessinateur qui fait aussi les couleurs, d'ailleurs. Il a réussi à capter le personnage d'une manière... Bon, moi, je le voyais vivre sur papier, quoi. Aussi bien dans le dessin, d'ailleurs, que dans le texte. C'est-à-dire que les mots qu'il emploie, c'est du Lino Ventura, quoi. Lino Ventura, c'était un type, en gros, comment dire, déjà, il avait une carrure, il avait un physique de déménageur, quoi. On le voit faire du catch, hein, notamment. Alors, justement, sa première vie, en fait, il a été sportif, c'est-à-dire qu'il a commencé par faire de la lutte, il a été lutteur, la lutte gréco-romaine, ce qui l'a mené au catch, puisque dans les années 50, le catch, bien avant la WWE américaine, et bien en France, ça marchait du tonnerre, quoi, et il était catcheur. C'est même par ce biais-là qu'il est arrivé au cinéma, par le biais des cascades et ce genre de choses. Et donc, moi, ça m'a rappelé d'ailleurs une anecdote, c'est que mes grands-parents,
me racontaient souvent qu'ils avaient vu Lino Ventura, donc avant qu'il soit star de télé, évidemment, de cinéma même. Ils l'avaient vu en catch, faire du catch à Mulhouse. Quoi. Eh ben. Ah Ok, ouais. il est venu faire des matchs. À Mulhouse. Ouais, Ah ouais, tout à fait. À d'accord. Mulhouse, Ok. il faisait des tournées dans toute la France. Quoi. Ouais. Eh ben, Voilà, donc bon, ça c'est l'anecdote. c'est super. Et voilà, Ouais, donc pour revenir à Lino Ventura, voilà, c'était un gars. Alors, il avait ce côté déménageur, quoi, une baraque, et puis il avait le côté classe, parce que il était toujours impeccable. Ça c'est tout le côté plus italien, si tu veux. Tu vois, c'était le costard. Je l'ai jamais vu autrement qu'en costard. Alors, la clope au bec tout le temps, mais ça faisait classe à l'époque. Hein. Maintenant, c'est plus trop la mode, mais voilà, c'était un truc, c'était une espèce de voilà, toujours impeccablement rasé, coiffé. Enfin, il avait la classe, quoi. Et puis, c'était un type une droiture, la posture, enfin tout, il y avait tout, quoi. Ce mec-là, c'était un monsieur, quoi. C'était un bonhomme. Voilà, ce qu'on appellerait aujourd'hui un bonhomme. Et voilà, pour moi, quand j'étais môme, ce mec-là, cet acteur-là, il m'avait marqué, quoi. Et donc, cette bande dessinée, alors, c'est une biographie, mais en fait, une espèce de petit truchement comme ça. Le personnage principal, donc c'est évidemment Lino Ventura, et un personnage fictif qui s'appelle Merlin, qui est un journaliste et qui, sous couvert d'écrire un petit peu un article sur, plus qu'un article d'ailleurs, hein, de faire la biographie de Lino, il va l'interviewer au fur et à mesure. Puis c'est pas facile parce que Lino Ventura, il parle pas beaucoup, quoi. Et il n'aime pas trop lâcher de choses sur lui. Et c'est un gars pudique. Et d'ailleurs, c'est la vérité. On le voit même dans ses films. Hein. Par exemple, Lino Ventura, il faut savoir qu'il a jamais accepté un rôle dans lequel son personnage fait quelque chose que lui ne ferait pas dans la vie, quoi. C'était un petit peu sa manière de choisir ses rôles. D'accord. Et puis, il avait un côté très pudique. Il y a, dans toute sa filmographie, et elle est longue comme le bras, il y a un seul film dans lequel il embrasse une actrice. Et encore, c'est un petit bisou vite fait, hein, c'est pas un smack. Voilà. C'est ça. Et ça avait été un truc qui avait été négocié, surnégocié, parce qu'il voulait pas, quoi. C'est que ça se faisait pas. C'était pas quelque chose de voilà, c'est pas un truc à montrer à l'écran, ça c'est à laisser deviner, et voilà, ce genre de truc, quoi. C'était un gars très pudique et qui parlait très peu de lui, de sa vie privée encore moins, bien que il avait aussi des engagements. Hein. Par exemple, il a eu une fille qui était qui avait un handicap mental, et il avait créé une assos. Une asso, hein, alors j'ai oublié le nom d'ailleurs. Nettement, ouais, tout à fait. Et il avait accepté d'en parler, quoi. Il avait accepté un petit peu de se livrer là-dessus à l'époque, alors que c'était pas du tout dans sa manière d'être, sa manière de faire. Voilà. Tout ça, c'était bon pour essayer de vous cadrer un petit peu le personnage, quoi. Cette bande dessinée, voilà, elle est super parce que, pour peu que tu connaisses le personnage, un petit peu, que je le connais connais par les films, c'est tout. Hein. Voilà, tu le retrouves, mais parfaitement, quoi. Et puis tu apprends des tas de choses. Enfin, moi, j'ai appris des tas de choses sur sa vie, sur la façon dont il choisissait ses films, sur voilà. Une toute petite anecdote, par exemple, moi qui m'avait marqué, il avait été en fait le premier choix pour jouer le rôle de Campana à la place de Gérard Depardieu avec dans La Chèvre. Je vous parle le film La Chèvre. Alors en fait, c'était écrit pour lui. Et puis il avait dit non, c'est des conneries, c'est pas pour moi. Bref, Gérard Depardieu avait pris la suite, quoi. C'est le genre de petite anecdote qu'on apprend dans ce bouquin, et voilà, c'est très 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 chouette. Emmanuel partage ton avis. Justement, hein, Lino Ventura qui est publié chez Glénat dans la collection. Tout à fait. C'est une collection à part entière qui présente des récits toujours cinématographiques. Il y a Truffaut qui est un coup de cœur de Raphaël. Qui est sorti il y a pas longtemps, je crois. Ouais. Et voilà, une collection sur le cinéma, je me rappelle plus exactement l'intitulé de la collection, je crois que c'est le 9e art. C'est 9,5, je crois. 9,5, voilà, merci Stéphane. Et très bon album. Donc Lino Ventura qui est un mec moralement droit dans ses bottes et tout, qui est vraiment un exemple. Et après tu nous parles de grosses pourritures. Ça c'est ton coup de cœur ancien, ça. Ouais, ancien, oui, parce que ça date de 92 ou 13, je sais plus exactement. Alors c'est fréquemment réédité, hein, c'est encore. C'est fréquemment réédité, ouais. Alors c'est Sin City.
Sin City, alors je vous parle du tome 1. Alors là, ce que vous avez à l'image, je crois que c'est la dernière édition chez Rackham. Ouais, c'est la dernière édition en date chez Rackham. Ouais. Qui est classe, qui est vachement belle. Justement, la couve frappe, quoi. Hein. Ouais, bah de toute façon, toute la BD frappe. Hein. Oui, voilà. C'est clair. Il y avait la version un petit peu plus ancienne, hein, plus noire. Ouais, avec un peu de rouge. L'édition aussi, c'est plutôt les années 2000, ça. Et puis, bon, il y a la version... yes. La VO, quoi. La version d'époque chez Dark Horse. Ouais. Voilà. Alors, pour vous... peut-être que il y a peut-être des chances que vous connaissiez le film, certainement même plus peut-être que la bande dessinée. Donc, à la base, qu'est-ce que c'est Sin City, c'est un polar de Frank Miller. Ouais. Alors, Frank Miller, c'est... en tout cas, à l'époque où il l'a fait, et je pense encore aujourd'hui, on peut le dire, c'est une des grosses stars du comics américain. C'est carrément une rosta, ouais. Ah ouais, c'est un... Ouais, c'est... Il y en a quelques-uns comme lui, quoi. Il y a Alan Moore, il y a Frank Miller. Ouais, on va dire c'est les deux gros qui ont explosé dans les années 80 et qui ont fait plus qu'exploser parce qu'en fait ils ont explosé aussi un peu les comics. Ils les ont fait venir un peu sur le devant de la scène et ils les ont fait passer en fait de bande dessinée pour enfants et adolescents, on va dire, à de la BD pour adultes, quoi. En parlant de thèmes très sérieux, parfois très violents. Ouais, tout à fait. Donc Frank Miller, à l'époque, c'était devenu une méga star, mais il s'était un petit peu embrouillé. Enfin, il en avait un peu marre de bosser et pour Marvel, qu'il avait un petit peu découvert avec Daredevil, et pour DC Comics, pour lequel il avait fait, Frank doit certainement voir de quoi je parle. DKR. Returns, hein, évidemment. Et puis il avait fait aussi Year One, hein, en tant que scénariste uniquement cette fois-ci. Ouais. Hein. Et puis ensuite, il en aussi. avait un petit peu marre de tout ça. Il était parti à Hollywood, il voulait faire du cinéma. Il avait été embauché comme scénariste sur la franchise Robocop 2, qui avait été raté, et Robocop 3, encore pire, on va dire. Et ça l'avait un petit peu vachement refroidi de Hollywood. Et donc, du coup, il est revenu à la BD. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sorti, à cette époque-là, à ce moment-là, ça faisait longtemps qu'il s'était tourné plus vers l'écriture. Donc scénariste de BD la plupart du temps. Et puis là, il est revenu en artiste complet, c'est-à-dire dessin et écriture, et le moins qu'on puisse dire, enfin, je crois qu'il a vraiment bien fait de revenir en tant qu'artiste complet. Là, on est d'accord. Et alors voilà, il revient aussi à ses premiers amours. Il a décidé de dire merde à Marvel et à DC. Il est allé voir Dark Horse, qui était un petit éditeur à l'époque indépendant. Enfin, c'est toujours un éditeur indépendant d'ailleurs, mais qui n'était pas très très connu. Hein. Et il s'était tourné vers eux pour lancer sa série Sin City. Donc Sin City, ce sont des one-shots, hein. Des histoires one-shot. On peut les lire, il y a actuellement, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu de nouveau d'ailleurs, il y en a 7 tomes. On peut les lire totalement indépendamment les uns des autres, il n'y a aucun souci. Et c'est encore mieux quand on lit tout, parce que c'est comme un puzzle, si tu veux. Tu as des personnages que tu vois apparaître parfois dans des coins de cases d'un épisode, qui se rattache en fait à ce que tu as peut-être déjà lu dans un épisode précédent. C'est un puzzle, quoi. C'est vraiment une vue d'ensemble, c'est assez génial. Moi, j'adore c'est Inception comme ça. J'adore ça. Et donc voilà, ça c'est pour la partie plus histoire, scénario, quoi. C'est du polar dur de dur, c'est noir de chez noir. Et puis alors pour le dessin, alors vous avez déjà vu passer quelques images. C'est du noir et blanc, mais c'est pas de la demi-mesure. C'est du noir et blanc total. C'est noir ou blanc. Ou blanc. Voilà. Et il n'y a pas de gris. Hein. Cherchez pas, il n'y a pas de gris. Alors, dans le premier tome, en tout cas, c'est que ça. Après, dans les tomes suivants, de temps en temps, il balance une petite couleur comme ça. Un petit coup de rouge, un petit coup de bleu. Juste sur des détails, quoi. Des lèvres rouges, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Mais sinon, cherchez pas, vous ne trouverez pas de gris, vous trouverez que du noir, du blanc, et souvent d'ailleurs par aplat. Il fait un boulot de gestion des ombres et d'éclairage, enfin c'est un truc de malade, quoi. Enfin moi, je conçois aussi que c'est quelque chose qui
qui peut ne pas plaire, hein, parce que c'est assez technique. Ça va, ouais, ça. Thème ou pas, ouais. Il prend une ligne de conduite et il y va à fond, quoi. Et il a inventé un style, quoi. Moi, je trouve qu'il a inventé un film, un style. Un style, ouais, carrément. Ah ouais, complètement. De noir et blanc, il a recréé du noir et blanc, mais d'ailleurs, depuis, il y en a pas mal qui essaient un petit peu de faire des Frank Miller-like, tu vois. Oui, voilà, ouais. Le style. Ouais, et d'ailleurs, des trucs qui marchent bien. J'avais lu il y a quelques années de ça une BD de Astier, mais j'ai oublié le prénom, un truc de boxe, c'est français, hein, et tout à fait dans le style Frank Miller, et ça envoie super bien aussi, quoi. Un truc de boxe. Est-ce que tu es d'accord que ça s'appelle Gong. Je suis d'accord que c'est un peu plus enfin c'est même plus roman graphique que comics en fait. C'est pas, ça va ça dépend de la définition. Tu vois, comics en fait c'est tout ce qui vient des États-Unis. Après bon voilà. Ouais voilà. Le manga, tout ce qui vient du Japon, c'était bon. Ouais. Mais souvent on a tendance à dire comics c'est les super-héros, mais là c'est vraiment plus. Vraiment là il sort du domaine qu'il a fait un peu roi, hein, parce que c'est par là qu'il a quand même explosé. Mais malgré tout, on voit quand même, et là peut-être que Franck il aura peut-être aussi, je ne sais pas si tu les as lus, mais tu verras les références aussi. Je pense que tu vois ces références de dessin, tu vois du Jack Kirby, il y en a plein, quoi. Enfin, c'est autour quoi. Les personnages très, très massifs comme ça, avec des positions dynamiques. Super trapus. Carré, Carré, ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Ça, c'est du Jack Kirby pur jus. Tu as du Will Eisner. Dont tu parlais tout à l'heure des Eisner Awards, ça vient de cet auteur-là, c'est l'auteur du Spirit, pour ceux qui connaissent, c'est le personnage le plus connu. En tout cas, tu retrouves du Eisner dans sa façon justement de gérer les décors, la ville, parce que la ville, en fait, c'est un personnage à part entière. Sin City, c'est Bazin City, hein, c'est la ville du péché, où se passe toute cette histoire. C'est une histoire de polar très dure avec que des crapules, il y a que des gens corrompus. J'avais parlé de pourriture tout à l'heure. Hein. Oui, pourriture, si tu veux, tu peux dire ça, mais je suis assez d'accord avec ça. Et puis là-dedans, alors juste grossièrement l'histoire, c'est l'histoire de Marvin, hein, le personnage principal. Souvent, il est appelé Marv, hein, tout simplement, qui est une espèce de grosse brute, c'est un bourrin, quoi. C'est un gars assez bas de plafond. Mais par contre, c'est une masse, hein, c'est un morceau. Hein. Ouais. Il est pas très malin. Il a l'avantage quand même de le savoir qu'il est pas très malin, donc ça c'est pas mal. Donc il est quand même malin. Pas d'histoire, quoi, ouais. Et puis il est moche comme un pou, quoi. Il est très très laid. Le anti-héros de base, quoi. Ouais, que ce soit parce qu'il picole beaucoup ou parce qu'il se bastonne beaucoup, en fait, il a des grosses séquelles physiques. Hein. Et un soir, il se fait brancher par une nana qui est absolument somptueuse, qui s'appelle Goldie. Il comprend pas trop, hein, qu'est-ce que d'habitude les nanas, elles le regardent même pas, elles le fuient en fait. Et elle va le brancher et ils vont passer une nuit absolument géniale ensemble. Et voilà, il en prend plein les yeux, il en prend plein tout. Oh là. Quand il se réveille, il est 16h, on se calme. Ouais, quand il se réveille, il se retrouve donc à côté de Goldie, sauf que Goldie, elle est raide morte, quoi. Et de loin, il entend le flic qui arrive déjà pour l'embarquer. Et donc voilà, l'histoire, ça commence avec ça. Ouais. Sauf que Marv, lui, il a une qualité, c'est qu'il lâche pas le morceau. Hein. Il est déterminé, on va dire. Et donc, il part en enquête. Et il veut absolument savoir qui a fait ça. Il veut venger la mort de la nana qui lui a enfin fait toucher le sublime, le beau. C'est un truc qui n'était pas du tout dans sa vie, qui pensait même pas que c'était possible pour lui. Et bon, alors voilà, c'est pas Sherlock Holmes. Hein. Marv, quand il enquête, c'est à coup de poing. Il fait pas dans la dentelle, quoi. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas le style de Benoît. Mais alors voilà, ça fait partie des choses qui peuvent rebuter d'ailleurs, hein, parce que et les images noir et blanc très punchy, et puis ce qui est raconté, qui est assez, c'est cru, c'est hard, c'est voilà, faut s'accrocher quoi. Je conçois parfaitement que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Hein. Par contre, si ça vous plaît, vous allez adorer en fait. Ça peut pas juste vous trouver ça sympa, c'est impossible. Ouais. Je crois que c'est une des BD que j'ai le plus acheté à droite à gauche. Oui, parce qu'en plus, tu as plusieurs collections, donc enfin plusieurs éditions, donc tu fais carrément la collection de... Non, je ne fais pas la collection. Voilà, je disais, ces trois-là, j'ai que ces trois-là.
Enfin, en tout cas, pour le tome 1. Pour le tome 1, j'ai que ces trois-là, ouais. Ok. Voilà. Parce qu'il y a 7 tomes, et ouais. Ok. C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, Stéphane. C'est très cool de t'entendre parler de tes coups de cœur. Enfin, voilà. Donc, il y a Sin City, qui est publié chez Rackham, et on avait parlé aussi de Lino Ventura, L'œil de verre, chez Glénat, dans la collection 9,5. Clémence, Chloé, il vous reste à parler. L'une de vous deux veut commencer ou je ne sais pas. Allez, je veux bien commencer. Bon, sur le plateau, si on suit les lignes, c'est à Clémence de continuer. Voilà. On fait ça? Ok, bah alors j'y vais. Ça part. Clémence, bonjour. Bonjour. Du coup, Géraldine, tu présentes aussi. On a le même coup de cœur, donc Anaïs Nin. Ouais. Donc, j'ai pas représenté parce que Géraldine l'a très très bien fait. Je vais juste peut-être rebondir sur des petites choses plus personnelles. Ouais. Parce que en fait, ce qu'on retient de ce livre-là, enfin moi, ce que je remarque quand j'échange avec les personnes qui l'ont lu, parce que je l'ai prêté à des collègues, à des proches, et en fait, on a tous des ressentis différents. C'est une BD qui nous marque. Ouais. Vous m'entendez bien, hein? Oui. Oui, très bien. C'est une BD qui marque, mais mais je trouve qui marque différemment. Je sais que j'ai une collègue qui m'a dit, mais moi, Anaïs Nin, je la déteste, mais elle dit, mais j'ai adoré la BD, mais ce personnage, il est horrible, alors que moi, c'est ce que j'ai retenu surtout d'Anaïs Nin. Ce qui m'a le plus marqué, c'était vraiment comment elle crée, en fait, comment elle écrit, le côté secret, enfin, même, je trouve que ça résume, enfin, la couverture le résume très bien. Je sais pas si on le voit à côté, c'est vrai que je le montre sur grand écran, où on le voit, où c'est la Anaïs Nin qui est assez bourgeoise, qui fait attention à son image, qui est très précieuse. Et dans l'eau, on voit la Anaïs Nin qui est plus libre, qui est plus créative. Et c'est ça que j'ai beaucoup retenu, c'est le côté créatif d'Anaïs Nin. Après, on voit aussi que c'est un personnage très 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 complexe. Qu'on voit dans ses relations amoureuses avec les hommes, avec les femmes, même, je vais pas te dire tout, mais il y a des choses qui sont un peu plus choquantes, dérangeantes. Mais moi, pour vous dire, au début, je pensais la partie plus dérangeante du livre, mais je vais pas le dire parce que, voilà, je vais pas te dire. Moi, au début, je pensais que c'était plus une métaphore, excusez-moi, une métaphore pour faire la paix justement avec son père, en fait, avec une sorte de, je sais pas, de rêverie. Et en fait, quand j'ai découvert que c'était non, c'était pas forcément. Voilà, c'est un peu bizarre, parce qu'il y a un peu forcément se renseigne sur le personnage. Moi, je connaissais pas du tout aussi Anaïs Nin. Du coup, après, je me suis renseignée sur elle. Mais en fait, c'est un personnage passionnant, complexe. Et je sais que c'est partie de mes prochaines lectures aussi en roman. Ça m'a donné vraiment envie d'aller plus loin sur ce personnage. Et c'est vraiment aussi un coup de cœur graphique comme Géraldine. C'est juste magnifique. Voilà, j'ai adoré. Voilà, pour Anaïs Nin. Super, merci. Alors, je regarde si j'ai tout dit, si j'avais pris des petites notes pour pas oublier ce que je voulais lire. C'est vrai, je te laisse lire tes notes, Clémence, mais c'est vrai que graphiquement, pour tous ceux qui aient eu l'occasion de le lire, c'est clairement, le cas. Quoi. Ah, c'est superbe, ouais. Tu avais tout dit? C'est bon? Oui, parce que Géraldine l'a très très bien présenté. Désolée, c'était dur de rajouter des petites choses, parce que c'était parfait. Et puis j'étais beaucoup d'accord aussi sur les approches de Géraldine aussi. Donc, Ok. Donc un des anciens coups de cœur, donc c'est pas si ancien que ça, puisqu'il est sorti l'an dernier, si je ne me trompe pas. Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres, donc le tome 1, livre premier. Le tome 2 devrait pas tarder à sortir, j'espère. Je l'attends avec impatience. J'espère aussi, ouais. Donc moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres. Donc c'est une auteure américaine, Emile Ferris, et c'est une sorte de journal intime. Donc on le voit bien dans les dessins, on le voit, c'est assez flagrant. On peut voir, je mets un peu au hasard. On voit, on a l'impression que c'est un cahier où elle a dessiné. C'est trop stylé. Ouais, on voit le dessin sont magnifiques. Voilà, des fois c'est un peu fouillis aussi. J'aurais dû mettre des post-it. C'est pas grave. C'est pas grave.
Il y a des moments où ça ressemble à un espèce de carnet intime, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Un moment que tu essayes de faire trouver un de ces moments-là où... C'était au début, je crois qu'on voit bien que c'est tout au début. Est-ce que c'est elle qui avait tout dessiné au stylo Bill 4 couleurs? C'est ça. C'est ça, exactement. Et ça raconte l'histoire donc d'une jeune fille qui se voit comme un monstre. Voilà, on peut le voir ici. Hein. Voilà, on la voit ici, là. Et du coup, elle se dessine comme un monstre. Et elle raconte un peu sa vie. Ça se passe dans les années 60 années 60 à Chicago. Ça raconte sa vie avec sa mère, son frère. Il y a aussi un drame familial. Il y a aussi une enquête avec le voisin où la voisine va être retrouvée morte. Et elle raconte vraiment sa vie, son imaginaire, parce qu'elle a un imaginaire débordant. Et elle adore dessiner. Enfin, moi, j'aimais bien aussi. C'est un petit détail, mais elle dessine souvent des couvertures. Je ne sais pas si on le voit là. Voilà, je positionne bien. Des couvertures de magazines d'horreur. Voilà. Et ça, c'est génial. C'est des petits détails, mais ça rythme un petit peu la lecture. Et du coup, ce personnage raconte vraiment comment elle vit, ses émotions, ses amitiés, sa vie avec sa mère qui va tomber malade, son frère qui est un peu un voyou, qui aime beaucoup les femmes, qui est pas très clair. Et elle a grandi avec tout ça, les tensions aussi à Chicago à cette époque. Et voilà, donc ça raconte toute cette histoire-là. Et on voit au fur et à mesure que ce personnage grandit aussi. C'est une préadolescente. Donc on voit qu'elle commence à grandir et que ce personnage de monstre va aussi évoluer sur elle, parce qu'elle se voit comme un monstre, mais en réalité c'est pas un monstre. Donc ça aborde plein de choses en même temps, donc c'est un peu difficile de faire un résumé de ce livre-là. Mais quand on le lit, on n'arrive pas à s'arrêter. Il faut 3 bonnes heures pour le lire, et c'est vraiment une BD où on prend le temps aussi de regarder les images, on a dans tous les sens. Donc, je vous montre un extrait. Oui, ça fait. C'est vrai que la narration est un peu éclatée, où c'est des portraits des fois avec des phylactères, etc. Mais, Et il y a une partie aussi que j'ai adorée, que j'avais oublié, pourtant qui m'a aussi marqué. C'est quand elle va dans les musées, donc elle va découvrir les musées, et du coup elle va redessiner justement les peintures, où elle va réinterpréter les peintures à sa manière. J'essaie de chercher un exemple. Oui, il y a des toiles classiques, hein, il me semble. Je ne sais pas si elles font partie des fonds du musée de Chicago, mais voilà. C'est une toile italienne, non? Ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est quand même. C'est quand même ouf, hein, graphiquement. C'est super beau. Au stylo 4 couleurs, c'est pas mal, oui. C'est original. Et du coup, pareil, elle interprète un peu à sa manière les peintures, et c'est vraiment la découverte aussi de l'art. Et enfin, voilà, du coup, c'est très complexe, ça parle de plein de choses, c'est à la fois dur, c'est joyeux, c'est drôle. Donc c'est quand même un drame aussi. Après, c'est difficile de faire un résumé, je pense que je dis beaucoup de choses, mais je conseille vraiment vivement de le lire. Il a reçu le Fauve d'Or d'Angoulême l'année dernière. L'an dernier, Et c'est vraiment une expérience, quoi. C'est clair que c'est 800 pages. Oui, c'est vraiment une expérience. C'est vraiment... plein de films narratifs qui s'entremêlent et tout. C'est vraiment un chouette album. Et même question que précédemment, on voit qu'il y a marqué livre premier, il y a un livre 2. Oui, livre 2 qui sort normalement l'an prochain, j'espère. J'attends avec impatience. Mais je le relirai avant. Merci. Merci beaucoup, Clémence. Merci. Du coup, last but not least, Chloé, est-ce que tu veux bien nous parler de tes coups de cœur? Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, pardon. Bonjour. Non. Entre le confinement et là, cette pause. Oui, alors, la BD que j'ai choisie, la BD la plus ancienne, reste une BD quand même assez récente, puisque moi, j'ai découvert le monde de la BD très tard. Je n'ai pas du tout été baignée dedans étant enfant. J'ai été baignée dans d'autres choses, mais pas dans la BD. Et en fait, je me suis décidée assez facilement, puisque j'avais le choix entre Black Sad ou Le Chat du Rabbin. Okay. Et j'ai choisi de présenter Le Chat du Rabbin, qui est la BD qui m'a ouvert les portes
dans ce monde de la BD, justement. Mais aussi, même dans la musique klezmer. Enfin, c'est une BD qui, quand je l'ai lue, m'a donné envie de complètement poursuivre. J'ai tout de suite regardé le film d'animation, donc qui a été aussi tourné, écrit par Johann Sfar. Créé par Johann Sfar. Et je fais de la clarinette et je m'étais mise à jouer de la musique klezmer après. Enfin, c'est une BD qui m'a enchantée et ouvert beaucoup, beaucoup d'horizons. Et je pense que vous connaissez l'histoire. Tu peux si tu veux bien nous la résumer quand même, parce que il y a peut-être des spectateurs. Alors assez rapidement, c'est l'histoire d'un chat qu'on voit là sur l'image, qui pense beaucoup, qui se pose plein de questions, mais malheureusement, il ne peut pas se faire comprendre puisqu'il pense beaucoup, mais il dit seulement miaou, jusqu'au jour où il mange le perroquet qui parle trop. Et à partir de ce moment-là, il peut communiquer et se faire comprendre de tout le monde. Et c'est le chat du rabbin. Donc, comme il est le chat du rabbin, il dit qu'il faut qu'il fasse sa bar mitzvah. Et à partir de là, il va aller interroger, ou il va aller demander au rabbin du rabbin de lui faire sa bar mitzvah. Et maintenant doué de paroles et avec sa langue bien pointue et affinée, il va pointer en fait plein de contradictions, d'absurdités même, concernant les religions d'une manière générale. Et c'est un chat qui ne tient pas sa langue dans sa poche. Qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et qui ose vraiment poser des questions et par ces questions éveille toute une réflexion et place des personnages devant leurs propres contradictions. Et c'est très très drôle. Il y a beaucoup d'émotions aussi et c'est une grande réflexion sur la capacité de cohabiter entre elles de toutes les religions. Entre autres, parce qu'il y a beaucoup de thèmes dans cette BD. Et le 10e tome sort d'ailleurs là bientôt, je crois. Il est sorti, il me semble. Il est sorti. Il y a une semaine ou 10 jours. Ouais, voilà. Et je trouve que c'est une BD qui est de grande actualité, qu'on devrait lire et relire. Ou qu'on pourrait lire et relire aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Et on peut que regretter, moi je regrette qu'il n'y ait pas plus de chats qui mangent des perroquets pour pouvoir s'exprimer. S'ils ont des choses et des choses si intéressantes à dire et des questions si fines et percutantes à poser. Et je conseille aussi, il y a un Boomerang, l'émission Boomerang sur France Inter qui a été tournée avec Johann Sfar en invité. Et il dit des choses vraiment très, très vraies sur sa façon d'interpréter aussi ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait du bien à entendre. Voilà. Super, pour le chat du rabbin. Ouais. Moi aussi, je regarde mes notes. Mais plus récent. Oui. Et l'album plus récent, alors j'ai aussi longuement hésité puisque maintenant, après Le Chat du Rabbin, je me suis mise à la lecture de BD ou de romans graphiques. Et maintenant que j'habite à Mulhouse, je vais souvent à Tribule, donc ma bibliothèque s'est agrandie. Merci pour l'instant promo. C'est cool. Et j'avais hésité donc à parler de Podom, à parler d'Anaïs Nin. Mais je me suis finalement décidée pour Malgré tout. Ah oui. C'est trop beau. C'est ça. C'est un coup de cœur pour tout le monde qui l'a lu. Hein. Oui. Ouais. Vraiment génial. Et Malgré tout retrace l'histoire d'un amour d'une vie ou d'un amour qui dure toute une vie entre deux personnes, deux esprits très, très libres et très vifs
Et en ça, le personnage de cette femme m'a un peu fait penser au personnage d'Anaïs Nin, à tel point que j'avais eu l'impression que mes BD qui passent leur nuit l'une à côté de l'autre, s'étaient parlé et avaient échangé pendant la nuit. Bref, donc c'est l'histoire d'un amour entre ces deux personnages qui dure toute une vie, puisque c'est que à l'âge de la retraite qu'ils se retrouvent, et que cette histoire d'amour qui a mis une vie à fleurir, à se garnir, se ramifier, n'éclot que à l'âge de la retraite. Et bon, ça paraît un peu, ça pourrait ne pas être si original que ça, mais en fait, la BD commence par le chapitre 20 et descend jusqu'au chapitre 1. Enfin, on remonte le temps et le fil de leur histoire d'amour au cours des chapitres. Et c'est très rigolo puisqu'on voit aussi au fur et à mesure des chapitres les rides disparaître, les cheveux se recolorer en brun ou en noir. Donc on assiste à leur jeunesse, à l'histoire d'amour, mais racontée à l'envers. Et on remarque que leur vie n'a pas été malheureuse. Ils n'ont pas été malheureux l'un sans l'autre. Ils ont tous les deux eu des grands projets. Donc lui, marin, aventurier, éternel étudiant qui a passé toute sa vie à écrire son doctorat. Et c'est presque à l'âge de la retraite qu'il est docteur et qu'il publie sa thèse. Et la dame qui est mère, la femme est mère d'une ville, qui a fait plein de grands projets. Et donc voilà, ils ont bien rempli leur vie tous les deux, mais ça apparaît comme une évidence qu'ils se retrouvent finalement à l'âge de la retraite. Et il y a des dessins qui m'ont beaucoup marqué. Enfin, celui-là, je trouve qu'il est très bien fait. Ouais. Je sais pas si vous voyez. C'est une pleine page. Ouais. On assiste en fait à toutes les expéditions en mer du marin, à ses réflexions aussi sur son projet de thèse. Et c'est une BD que j'ai lue en fait en aller-retour. Enfin, je l'ai lue du chapitre 20 jusqu'au chapitre 0, et puis j'ai pas fait exprès, je l'ai lu dans l'autre sens. Je me suis pas arrêtée. Et c'est très intéressant en fait de faire comme ça aussi, puisqu'on remarque que, il y a certains éléments qu'on ne peut comprendre qu'en le lisant à l'envers, qu'en sachant ce qui s'est passé avant ou après. Et voilà, je conseille cette BD qui m'a laissé vraiment beaucoup d'impressions, et en fait, chaque chapitre est marqué par un peu comme une petite vignette. Et après avoir fait l'aller-retour, j'ai même eu besoin de pondre encore mes impressions sur mon petit cahier. Je fais ça, je prends très rarement, voire jamais le temps de dessiner ou d'écrire des citations. Mais cette BD m'y a invité ou incité. Et j'ai eu besoin de recopier en fait un peu les petites vignettes qui accompagnent les chapitres. Et de recopier aussi quelques belles citations. Et ben. Voilà. Ok. C'est un superbe album. C'est un raté. C'est vraiment génial. Ouais. Et si je peux juste rebondir, moi j'ai bien aimé aussi, il y a toute une galerie de personnages secondaires qui sont hyper sympas. Il y a le trio de petites vieilles, là, les voisines. Il y a le mari de l'héroïne qui est juste... Voilà, un bel homme, dans le sens, un homme beau du fond du cœur, quoi. Enfin, c'est super attachant. Et le fait d'avoir à chaque fois des points où en fait le chapitre d'après vous explique ce qui s'est passé parce que quand on remonte dans le passé, c'est génial. Enfin, c'est l'idée de l'écrire du chapitre 1 est superbe. Le temporel est super. Ça vaut le détour. Merci Chloé pour tes coups de cœur. Il y avait Le Chat du Rabbin chez Dargaud et donc Malgré tout chez Dargaud aussi. Messieurs, dames, merci beaucoup
d'avoir participé à l'émission. C'était un super chouette moment de passer ce temps-là ensemble et puis de pouvoir échanger les uns les autres aussi sur les coups de cœur de chacun. C'était vraiment super. On vous rappelle si on relance une formule. Hein. Pas oublier, on va garder ça dans un coin de la tête pour vous demander d'autres lectures. Merci à vous d'avoir participé. Si vous voulez qu'on débriefe ensemble, ne quittez pas le plateau tout de suite. Et chers spectateurs, chères spectatrices, merci à tous d'avoir suivi l'émission. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans l'émission. Merci à tous aussi d'avoir partagé vos coups de cœur à nouveau. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine émission. Notamment la semaine prochaine, on a une brochette longue comme un barbecue du Valhalla. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder sur notre site internet. Et on vous fait de gros bisous. Distanciés mais chaleureux. Bisous à tous. Salut. Salut.